Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre émission Le cœur d'un héros. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans le fauteuil de cette émission quelqu'un que vous connaissez sûrement. Il s'agit d'une personne qui se bat au quotidien, qui a de l'ambition, qui est parti de rien et qui aujourd'hui fait énormément dans la communauté. Je vous laisse le découvrir. Et ils sont en train de tout faire pour qu'un jour, on arrive à facturer le pays. Et c'est tout le peuple centrafricain qui souffre. La première résistance a commencé dans mon quartier à Bouérab. Oui. Quand les Sélékas sont venus et quand ils ont commencé par tirer et tuer les gens, oui. La première résistance a vu le jour à Bouérab avec des coupes-coupes, avec des fléchettes. Les gens ont commencé par résister. Paul Cyriaque Semaporo, bonjour. Madame, bonjour. Comment ça va? Ça va très très bien, Dieu merci. Alors ça, c'est une tenue décontractée, hein? Naturelle. Exotique. C'est une tenue qui vient de loin, qui vient du pays. Et quand je mets dans cette tenue, je pense au pays. Ah, je vois. Alors, est-ce que tu peux te présenter à nos téléspectateurs? Je suis Paul Cyriaque Semaporo. Je suis centrafricain. Je suis né à Bangui, à Bouérab précisément. Un 2 septembre 1971 à 6h30 exactement. Précis. Ma maman m'a mis au monde. De presque un enfant de la rue, comme tu as l'habitude de le dire. Ensuite, un sportif de haut niveau jusqu'à ce que tu es devenu le président de la Fédération nationale de karatéka. Après, tu as créé une association et aujourd'hui, tu t'engages dans la politique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce parcours extraordinaire? C'est long, passionnant, c'est une histoire qui fait beaucoup, mais je vais essayer de le décrypter rapidement. Je suis, comme j'aime à le dire toujours, un enfant de la rue. Oui. J'ai vendu du cola, j'ai vendu du maïs, j'ai vendu des fagots, j'ai grandi dans la rue, j'ai appris dans la rue. J'étais à l'école la dure. Aujourd'hui, j'ai commencé, étant petit, à me hisser, à trouver ma voie. C'était pas facile. Mais, comme j'ai toujours été remis... Oui. Est-ce que tu as perdu tes parents pour dire que tu es un enfant de la rue ou comment ça s'est passé pour que... Les enfants de la rue n'ont généralement pas tous perdu leurs parents. Mes parents vivaient. Mais bon, je n'ai pas vécu dans la rue en tant que tel. Je me définis comme étant un enfant de la rue parce que j'ai grandi, j'ai fait beaucoup de choses dans la rue. D'accord. Mes parents étaient là, mais j'ai pu m'échapper. Il y a des enfants qui échappent au contrôle de leurs parents. Je fais partie de ces enfants qui ont échappé au contrôle de leurs parents. Je suis parti dans la rue, mes parents étaient des fonctionnaires. Malgré qu'ils étaient fonctionnaires, je partais vendre, je partais me chercher. Et quand je partais à l'école, je cherchais ma voie, mais néanmoins, si ce n'est pas mes heures des écoles, j'étais dans la rue. Et je faisais beaucoup de choses. C'est un peu pour cela que je dis que je suis un enfant de la rue. Mais j'avais mes parents qui étaient à la maison, qui étaient vivants. Et de leur vivant, j'étais un enfant un peu turbulent. J'ai échappé à leur contrôle. J'arrivais à faire mes 400 coups à côté. Aujourd'hui, j'ai pu retrouver un chemin. Si jamais je dois vous expliquer le parcours que j'ai emprunté pour arriver là où je suis là, on va pas y arriver aujourd'hui. J'étais pas un enfant de la rue en tant que tel. Je vivais chez mes parents. Mais j'avais soif de liberté. Et j'étais un peu dur, j'avais des comportements durs, alors j'arrivais à éviter leur contrôle, j'arrivais à me défiler de leur maîtrise, à me lancer tout seul dans la rue. Je partais découvrir le monde sans être accompagné de qui que ce soit. Je me battais pour apprendre, pour connaître comment ça se passait dans la rue. Et si je vous expliquais ce que j'ai vécu durant cette période, c'est terrible. Mais c'est parce que je suis animé par l'envie de réussir. J'étais un enfant posé à la maison avec papa et maman et mes frères et sœurs. On était une famille épanouie. Mais dès lors où il y a eu séparation entre mes deux parents, c'était difficile. Mon père était un homme qui a un caractère dur. Après la séparation, il n'a jamais voulu que nous puissions aller voir notre maman. Notre maman ne pouvait même pas venir nous voir. Donc moi et ma grande sœur, qui n'est plus paix à son âme, Nathalie, quand on partait à l'école, on s'organisait pour fuir les cours, pour aller voir maman à son travail. Et elle nous voyait, elle pleurait avec nous, parce que papa ne permettait pas à l'époque, parce que papa, il avait la rage, je sais pas, ça c'est l'histoire de Collier et Wally, d'un couple quoi. Et on était obligé de courir voir notre maman et puis de revenir. Et cette séparation, le fait de quitter, je suis 2 fois à la maison pour aller vers mes parents, il se passe beaucoup de choses en route.
L'enfant qui est issu d'un mariage qui a foiré était lâché à lui-même. Papa n'étant toujours pas là, parce que mon père, il partait au travail, il revenait 2 fois, il faisait nuit. Alors, je commençais par apprendre d'autres choses. J'ai commencé par perdre des habitudes de vie de famille que j'avais avec mes 2 parents. Et je commençais par apprendre de la rue. C'est ainsi, les enfants qui vont dans la rue, ils ne vont pas de leur propre gré, hein. C'est par les forces des choses qui ont poussé ces enfants à aller dans la rue. Moi, quand je vendais mes colas, les goros, à l'époque, un jour comme ça, ma maman n'était pas fière de moi. Parce que j'étais un enfant qui avait tout pour s'épanouir. Mais il s'est passé quelque chose de très fort. J'avais mon truc de cola dans la main, je passais, j'ai rencontré les yeux de ma mère. Elle était dans un taxi qui était garé, le taxi n'était pas encore parti. Je passais à côté, mais c'était maman qui était dans la voiture. C'est-à-dire, je voulais comprendre le sentiment qu'elle ressentait à ce moment-là. Mon fils est perdu, machin. Ou alors elle m'accusait de ne pas avoir été là, mais est-ce qu'elle s'accusait pas elle-même parce qu'elle s'est séparée de son mari? Et moi, j'avais la rage contre ma mère. J'aimais pas l'injustice. Je la regardais et puis j'ai continué mon chemin sans lui dire bonjour. Elle aussi me regardait comme ça avec colère. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment? Et moi, c'était la rage, j'étais énervé de voir que vous, nos parents, vous ne vous êtes pas bien occupés de vous, vous avez pensé à vous, vous êtes séparés, nous on est devenus ce que nous sommes aujourd'hui. C'est ce qui a caractérisé ma vie. Mais en passant de cette étape-là, je dis non, mais en regardant ce regard, je dis j'ai envie de réussir demain pour leur prouver. Et c'est là, parce que mon père était trop dur avec moi, je dis papa, tu es trop dur avec moi. Un jour, j'ai dit ça à mon père, j'ai dit papa, demain je vais réussir. Je vais me battre pour être meilleur. Parce que mon père aimait toujours me mettre en défi, moi et mon petit frère, celui qui vient juste après moi. Mon père toujours me s'appelle, me rend, dit, il fait mieux que toi, il est mieux que toi, il fait mieux que toi, c'est lui le meilleur, machin, tout. Je dis, mais comment il peut faire mieux que moi? Je suis une machine de guerre, moi. J'étais petit, mais j'avais une colère en moi. Et comme papa voulait toujours mettre mon petit frère en avant, et en voulant lui prouver à papa et à toute la famille que j'étais bon, j'ai dit, je ne vais pas. Et aujourd'hui, je suis l'homme de la famille. Aujourd'hui, j'ai travaillé à la Banque centrale, j'étais responsable. Quand je vais à une formation, je sors toujours meilleur, premier de ma formation. J'ai vécu bien à Bangui, j'ai acheté un terrain, j'ai dit, je dois laisser quelque chose à mes enfants. J'ai envie de prouver à mes parents que je suis un homme qui ne se laisse pas faire. Et je suis un battant. Je me suis battu pour arriver là où je suis aujourd'hui. Mais les gens ne pouvaient pas comprendre, quoi. Les gens n'ont pas pu comprendre comment est-ce que j'arrivais à ce niveau-là. Mais c'est parce que j'ai la foi en moi. J'ai une caisse. Je mets la caisse sur ma tête. Je sais tenir la caisse en équilibre, quoi, tu vois. Je mets la caisse comme ça et je marche. Ça ne tombe pas. Je marche avec la caisse, mais je calcule mes sous. L'argent que j'ai eu pour ne pas m'arrêter quelque part. Donc je continue de marcher, mais je compte mes sous. Je compte l'argent que j'ai reçu de la soirée d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Il se trouve qu'en comptant l'argent, un plus grand que moi arrive par derrière, paf, il m'arrache, et puis voilà, il part avec mes sous. Je pleure parce que c'est malheureux. Un enfant qui... Et puis c'est des choses que j'ai vécues. Ça m'est arrivé. J'étais en train de compter mes sous, je rentrais chez moi. Et tu te fais piquer tes sous. Je me fais piquer mes sous. On me prend mes sous et je cours derrière, je pleure, j'attrape le truc pour ne pas que ça tombe et il part quand même. Il y en a qui sont méchants dans notre communauté des petits enfants de la rue là. Hein. Donc c'est ça. Ça fait mal parce que je suis cet petit enfant qui se bat. Au lieu de m'encourager, il peut faire venir piquer mes petits sous. Mes petits sous là, donc c'est des petits sous et voilà. Ça fait partie de cette existence. En tout cas, si tu n'étais pas déterminé, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Passer de l'étape de l'enfant de la rue qui vendait du cola, qui vendait du bois de chauffe, qui allait acheter, cueillir des mangues à Kakamangoulou, qui allait faire des pêches pour vendre du poisson. Passer de toutes ces étapes-là, vendre des sandwichs. Les sandwichs qu'on appelle sandwichs là, ça dit que c'est des... J'ai fait tout ça. J'ai vendu de cola et puis j'étais un enfant qui... La rue m'a appris à fumer. La rue m'a appris beaucoup de choses. Quand il fallait fumer. Je commençais par fumer de la cigarette et j'ai commencé par prendre goût à boire de l'alcool. Je pensais ne pas... Moi, j'allais mourir si jamais je n'avais pas arrêté. Mais au mois d'octobre 1986, j'étais parti en vacances. Quand je suis rentré à la maison, j'ai arrêté l'alcool et la cigarette parce que j'étais tombé malade. Depuis le mois d'octobre 1986 qu'à ce jour, je suis un homme sobre. Je ne bois plus, je ne fume plus, je mange, je fais du sport, je fais mes activités. C'est une étape de ma vie qui
c'est un modèle de caractère de quelqu'un d'engagé qui veut s'en sortir. Je me suis forgé, j'ai dit, ma vie, je dois la prendre en main, mes responsabilités, je dois les assumer. Aujourd'hui, j'ai des enfants, je leur dis, il faut vous battre. Je me bats pour vous préparer quelque chose, mais quand je vais partir, ne comptez pas que sur ce que je vais vous laisser, battez-vous pour être meilleur. Comme on dit chez nous, malheur à celui qui ne fait pas mieux que ses parents. Et ensuite, le karaté. Étant sportif, en devenant sportif de haut niveau, c'est un choix. Dans mon quartier, le quartier Bouéra précisément, on a des grands athlètes, on a des grands sportifs, notamment M. Ngwandika, qui est notre maître là-bas. Mais on a aussi un grand champion, en la personne de M. Séré-Pouraya Frédéric. Il s'appelle Frédéric, mais on l'appelle que champion. Parce qu'il a gagné une compétition, on l'a porté depuis le Centre national de basketball. Les gens l'ont porté jusque devant la maison de notre chef de quartier. C'est ce soir. Cette envie d'être comme lui m'est venue. J'ai commencé à faire du sport en voulant lui ressembler, en devenant meilleur comme lui, en devenant encore plus fort que lui. C'est comme ça que je suis venu au sport. Je continuais mes études. J'ai choisi le sport. J'étais un sportif de haut niveau, karatéka, très bon, très fort. J'étais fort. Mais à l'école, je n'arrivais pas à avoir les bonnes notes en anglais et en mathématiques. J'étais bon dans toutes les matières. Mais j'ai négligé les maths et l'anglais. Alors, j'arrivais en terminale, j'avais le choix entre choisir faire le bac et puis rater le bac ou partir en aventure, partir au championnat d'Afrique de karaté à Dakar avec l'équipe nationale, représenter mon pays et découvrir de nouvelles horizons. C'était un choix. J'ai décidé au dernier moment, le président de la fédération était venu avec mes collègues me chercher au lycée. J'ai décidé, donc je suis sorti de la classe avec mes collègues. J'ai dit, les gars, à bientôt, je suis à Dakar au championnat d'Afrique de karaté. Mais le bac, je dis, oh, laissez. Le bac, c'est une étape de la vie. Hein, vous pouvez avoir le bac, tous les diplômes du monde, mais vous ne saurez pas avoir la capacité que j'ai. J'ai vécu des choses, parce que le voyage est une plus grande université. On apprend quand on voyage. Et c'est ainsi que j'ai choisi de partir au championnat d'Afrique de karaté. J'ai abandonné mon école, j'étais arrivé en terminale, je n'ai pas poursuivi les études universitaires. Mais je suis un autodidacte, je suis quelqu'un qui se remet en question. Je cherche, je fais des recherches, je lis, je cherche à comprendre le monde. Je cherche à comprendre ce qui m'entoure. C'est ainsi que je suis arrivé là. Donc, sportif, capitaine de l'équipe, entraîneur de l'équipe, directeur technique, président de commission d'arbitrage, commission technique. Je suis devenu président de la fédération de karaté. J'ai gravi toutes les marches de la société. Je suis devenu président de la fédération. J'ai insufflé autre chose. J'ai fait une politique de proximité. Je suis très fort en stratégie. Donc j'ai composé, j'ai dit, les karatékas, quand ils combattent, c'est au Centre national de basket ou au CNEPS. Les gens partaient les voir seulement là-bas. Mais pourquoi ne pas aller vers les gens? Parce que ce n'est pas tout le monde qui est allé voir les compétitions là-bas. Il y a des gens qui n'ont jamais le temps d'aller au Centre national. Regardez, qu'est-ce qu'il faut faire? Allons vers ces gens. J'ai organisé des compétitions de proximité dans les différents arrondissements de Bangui. Donc, on faisait des compétitions vers la population. Les gens nous suivaient, les gens découvraient le karaté. Ils disent que c'est bon, ils veulent que leurs enfants le fassent. Ça, c'est une politique que j'ai mis en marche. Après ça, je suis parti en France. J'ai choisi de laisser tomber tout ce qu'il y avait là-bas. J'étais à la banque, j'étais payé bien. Mais moi, j'avais soif de partir. Je ne voulais pas. La Banque centrale, pour certains, c'est la destination. Mais pour moi, c'est qu'une étape de la vie. Je suis passé par la Banque centrale pour apprendre les méandres parce que je sens que j'ai besoin d'apprendre beaucoup de choses pour demain revenir diriger autrement. J'ai vu que tu as aussi une association qui vient en aide aux plus jeunes. Ça s'appelle La Voix des Sans-Voix, c'est ça? Pourquoi La Voix des Sans-Voix? L'association, le collectif des Voix des Sans-Voix a vu le jour en 2014, quand le pays était en guerre, quand les choses n'allaient pas bien, quand on massacrait les populations, on tuait les gens. Et ça, c'est de part et d'autre. J'étais énervé. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Comment faire? J'ai créé l'association en France ici. J'ai commencé par publier sur les médias, j'ai eu accès aux médias, j'ai commencé par parler avec ma façon de parler. Je n'avais pas la culture politique, je n'ai pas la culture des médias, mais je parlais avec ma rage.
cette envie de changer les choses, de dénoncer, parce que les hommes politiques, à l'époque, ne disaient rien quand on massacrait. Là, vous n'écoutez aucun homme politique oser condamner ce qui se passait. Et moi, enfant de la rue, cherchais à manger, comme on le dit dans une expression courante chez nous, celui qui se cherche, je me suis levé comme un homme, j'étais l'un des premiers à condamner, à fustiger et à porter des jugements sur les gens qui ont mis ce pays à terre, pour dire que non, il faut que ça change. Donc, quand je pars au pays, je m'adresse aux gens de la rue, je leur dis, voilà, je suis comme ça, je me bats pour vous, je pars. Ils disent qu'ensuite, ce que tu fais, on te soutient, continue toujours de te battre. Et c'est le retour qui me motive toujours à aller toujours de l'avant. Ça me booste, ça me galvanise, ça me dit, Cyriaque, ta vie aura un sens si tu arrives à faire quelque chose pour marquer ton existence sur cette terre, parce que je ne veux pas traverser les époques sans pour autant avoir fait quelque chose de positif. Il y a des gens qui, avec leur existence sur terre, c'est juste passer comme un avion furtif, un sous-marin, on ne les sent pas. Mais moi, je ne voulais pas être celui-là. Je voulais que d'ici 200 ans, qu'on se souvienne de mon combat, que ceux qui vont venir après vont multiplier, vont corriger mes erreurs, vont encore approfondir le travail de manière à faire quelque chose de meilleur. Voilà cet engouement, cet engagement pour l'association que j'ai mis en place, qui est le collectif des voix des sans-voix, qui est reconnu et en France et en République centrafricaine. D'où aujourd'hui l'engagement ou tes démarches dans la politique? La politique, on doit le faire. Si on ne le fait pas, elle nous fera toujours, hein, ils vont décider à notre place. La politique aujourd'hui, quand on voit la politique moderne en tant que telle, la démocratie est une arnaque. Parce qu'on choisit de donner le pouvoir à des gens qui vont nous représenter pour les 5 prochaines années, qui vont décider à notre place. Même s'ils veulent nous tuer, on leur a donné le pouvoir de décider à notre place. Je voudrais m'engager pour changer les choses. Mais il faudrait bien qu'il y ait des gens qui ont cette vision que j'ai, qu'on soit nombreux, qu'on ait une vision, pas étriquée, mais une vision globaliste, une vision qui permet de changer le quotidien du Centrafricain. Être député, c'est pas faire des promesses pour construire des écoles, construire des routes. Être député, c'est aller proposer des lois qui puissent changer le quotidien du fils du pays. Mais si je pouvais faire plus, je le ferais. Aujourd'hui, j'ai envie d'être député, j'ai envie d'être maire, j'ai envie d'apporter ma contribution. En même temps, j'ai envie de créer des structures au pays pour donner de l'emploi aux gens qui sont dans le besoin. C'est ma vision, mais je sens que je peux faire plus. Et le moment est venu de m'engager aujourd'hui pour faire quelque chose de différent. Mais pas meilleur que les autres, parce que d'autres pourront encore faire plus. C'est pour cela que je dis, je fais un appel à la jeunesse. Cette jeunesse qui n'est plus une jeunesse en tant que telle, ceux qui parlent en ce moment, c'est des gens qui sont des parents déjà. Il faut changer les donnes. Ça veut dire que tu seras très prochainement, dans quelques temps, candidat aux élections législatives en Centrafrique? Je suis candidat déclaré aux élections législatives en Centrafrique. Je souhaite même postuler à la mairie. Je souhaite faire encore plus. Si je dois me présenter demain pour barrer la route à ces vieux politiciens que nous avons au pays pour être candidat, je sais que le peuple se mettra debout pour me soutenir. Mais chaque chose en son temps. Je suis en tête d'affiner, de préparer mes stratégies, de peaufiner mes techniques. Le jour où je vais m'engager, je vais gagner. Alors pour finir, vu que le concept de cette émission est de s'inspirer de la vie de nos héros du quotidien, est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes qui ont envie de faire comme toi, mais qui hésitent? Ceux qui sont aujourd'hui des taxis-motos, des pousseurs, qui ont envie de persévérer, mais qui n'ont aucun espoir. Ça sera quoi le conseil que tu puisses leur donner? J'en ai des conseils. Oh là là. À chaque fois que j'arrive... Un conseil, mais... Mais oui, je vais faire. Voilà. J'ai un conseil. Je vais essayer de faire. Je ne sais pas faire petit, mais je vais le faire. J'ai des conseils à donner. Je dis, croyez en vous. Croyez en vous. Parce que tant que tu n'as pas la foi en toi, tu sais, dans les arts martiaux, on dit, pour réussir dans les arts martiaux, je suis un professeur de karaté, pour réussir dans les arts martiaux, il faut avoir 2 choses. Tu as l'un et que tu n'as pas l'autre, tu ne réussiras pas. Pour réussir dans les arts martiaux, dans la pratique d'arts martiaux, ou dans presque toutes les disciplines sportives, il faut avoir la volonté et il faut avoir le bon maître. Si tu as la volonté d'apprendre et que tu as le bon maître, tu feras des intercelles. Mais admettons, tu peux avoir la volonté, tu as envie d'apprendre, mais tu as un maître qui vient qui dit non, moi je n'ai pas mangé, je ne peux pas travailler aujourd'hui, là non, demain on va faire. Mais tu ne vas pas avancer. Admettons, tu as un bon maître qui veut vraiment te pousser à aller de l'avant, mais tu n'as pas la volonté. Et tu viens au cours, tu dis non, moi j'ai mal aux pieds, tu trouves des raisons, tu n'avanceras pas. C'est pour cela qu'il te faut ces 2 critères. Si Dieu vous a mis sur cette terre, c'est que vous avez une mission bien définie à remplir sur cette terre. Ne partez pas comme quelqu'un qui n'a jamais existé.
Je disais tantôt qu'il y a des gens qui vivent sur cette terre, mais qui traversent leur existence sans avoir marqué d'une lettre indélébile leur existence. Et j'espère que, en disant ce que j'ai dit, je suis parti de rien. J'étais un vendeur de fagots, un vendeur de cola, un vendeur de sandwich, je vendais les mangues, mais je suis devenu aujourd'hui ce que je suis. Je repars au pays apporter ma contribution. Je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les épaules larges. Deux fois, avec le peu que j'ai, je ramène, je distribue. Mais je distribue, c'est pas... C'est pour inciter les autres à dire que non, vous aussi vous pouvez le faire. Si on a eu un champion du monde de kickboxing, un centrafricain qui s'appelle Alaise Ankifo, mais il est parti de Bangui pour venir devenir le meilleur combattant de l'histoire de cette discipline. Si c'est un centrafricain qui est venu de Bangui, si on a un jeune centrafricain, homme d'affaires, entrepreneur en la personne de Cisco, qu'on appelle Cisco Weir, qui a réussi à se hisser, à être chef d'entreprise et en même temps travaillant dans sa commune, en réalisant beaucoup de choses. Si on a une femme de caractère comme vous, qui arrive à réaliser ça, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Vous êtes styliste, modéliste, vous défilez, vous êtes cinéaste, vous faites du cinéma aussi. On a notre sœur, la vallée des aigles, la dame là qui se bat comme je ne dirais pas une diable, mais comme une maman pour faire bouger les lignes, pour proposer des nouvelles figures, pour dire que non. Dans la centrafricanité, on a des gens qui sont doués, qui sont capables de pouvoir réaliser des choses. On peut compter sur les enfants de notre pays. Alors, jeunesse de ce pays, jeunesse africaine, jeunesse centrafricaine en particulier, croyez en vous. Demain sera meilleur, mais ne restez pas, ne dormez pas, ne rêvez pas les yeux ouverts. Bossez. Je travaille, deux fois il m'arrive de travailler 4 fois en France. Les gens disent, mais comment tu fais? Je dis, mais j'ai des projets, 4 emplois. Je travaille dans la sécurité, c'est ma spécialité. Je travaille en tant que garde du corps, je faisais beaucoup de trucs à montrer, mais les gens n'arrivent pas à suivre deux fois. Je dois aider certains jeunes qui sont dans mon quartier, que j'ai toujours vu, qui ont toujours été là. À chaque fois que je pars, je reviens, ils sont toujours là. Là, je dis non, il faut que je fasse quelque chose pour ces jeunes-là. Et j'espère que demain, Dieu va vous accompagner, Dieu va bénir vos actions pour que vous puissiez aller de l'avant. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi de venir aujourd'hui dans cette émission, de transmettre toute ton expérience, ton vécu, ton parcours. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention et pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.